Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus en nombre ce soir, ça fait plaisir. Donc Lionel Minot, je suis responsable de l'émission Culture des BU. Et on est ravis à la BU de vous accueillir, d'accueillir Antoine Maréchal, illustrateur de BD, comme tout le monde le sait, de la BD Béton, Enquête en sable mouvant. Donc merci beaucoup Antoine d'être présent aujourd'hui. Donc cette rencontre se fait dans le cadre du festival, du prix littéraire, Lire pour agir, dédié à la transition écologique et solidaire. C'est la deuxième édition que l'on accueille ici à la BU. Et donc merci beaucoup, c'est Madeleine qui représente le prix littéraire et la Maison de l'Environnement qui porte ce prix littéraire. Donc merci beaucoup Madeleine. Je vous passe la parole peut-être pour présenter en quelques mots le prix. Merci d'être présent et présente ce soir. Donc comme vous l'a expliqué, cette rencontre elle se fait dans le cadre d'un prix littéraire qui a pour objectif de créer de la rencontre, du débat et de l'animation autour des lectures qui touchent au sujet de la transition écologique. N'hésitez pas à voter. Vous avez une petite urne. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les livres proposés par le prix. Pour rappel, la Maison de l'Environnement, on est situé vers les Altony-Garnier et on est un lieu ressource qui accueille un réseau de 78 associations de la région et plus, d'associations qui travaillent sur les sujets de la transition écologique. On a aussi une médiathèque qui organise spécifiquement ces prix, qui est une médiathèque spécialisée sur les sujets de la transition écologique, encore une fois avec 5000 ouvrages, un fonds de 5000 ouvrages. Le prix et les votes se font jusqu'à mi-novembre. Et la remise des prix se fera à la Bibliothèque municipale de Lyon le 2 décembre. Voilà, on serait ravis de vous y accueillir. Et vous pouvez voter en ligne aussi. Vous pouvez déposer votre bulletin, mais vous pouvez aussi voter en ligne. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je remercie aussi Chloé, que vous connaissez parce que la majorité d'entre vous sont ses étudiants et qui va participer avec nous à ce débat. Donc merci à tous. On s'installe, Chloé ? Allez. Et puis, alors nous, on va pas trop travailler. C'est surtout les étudiants qui vont travailler, qui ont tous lu de A à Z la BD. Et voilà, et qui vont poser leurs questions à Antoine. Alors peut-être qu'Antoine, vous voulez dire un petit mot peut-être d'introduction ou oui. on vous harcèle tout de suite. Non, je peux me présenter pour savoir déjà d'où je parle. Donc en fait, moi je suis, on n'a pas le droit de dire architecte, diplômé en architecture, parce que vous le savez peut-être pas, mais pour être architecte, il faut faire une année de plus que le cursus classique et on obtient ce qu'on appelle son HMNOP, autrefois DPLG, c'est-à-dire un architecte qui serait autorisé à signer des plans en son nom. Donc ce qui n'est pas mon cas. Moi j'ai fait des études, mais après j'ai bifurqué directement à la sortie sur le monde du dessin et de l'illustration, en rapport avec l'aménagement, mais on pourra en reparler. Et donc je n'ai jamais rien construit. Voilà, je précise. Et donc je viens présenter, échanger avec vous sur cette BD qu'on a fait à 3 mains. Alors c'est vraiment, il n'a pas dit ça de dire ça, mais vraiment la bande dessinée, quand il y a au moins deux personnes derrière, c'est un vrai travail de ping-pong. Et là c'était le cas. Donc Alia, qui elle est architecte et qui elle a construit, voilà. Et puis Claude, qui est son mari, mais qui est aussi donc journaliste. Qui m'ont, en fait, pour faire juste l'historique, mais peut-être on le précise un peu dans la BD, mais je ne sais pas toujours si c'est si clair que ça. Ils ont, pendant le Covid, ils se sont retrouvés désœuvrés dans leurs métiers respectifs et ils se sont lancés de manière un petit peu fortuite dans une enquête qu'un ami journaliste leur a commandée, puisqu'elle se passait, il y avait plein de mouvements en Suisse au bord du lac Léman, notamment des cimentiers qui s'activaient pour
racheté des terres agricoles. Et eux-mêmes habitent au bord du lac, enfin en tout cas un peu plus dans les terres, mais à proximité immédiate de terres agricoles. Et ils ont été les premiers témoins de ça. Et donc, étant sans occupation, ils se sont lancés chacun dans une enquête. Claude plutôt le versant, on va dire, politique, ce qui se passait à l'échelle du canton de Vaud, donc plutôt suisse. Et Alia, elle en a profité pour questionner le matériau qu'elle avait largement contribué enfin, qu'elle avait utilisé, qu'elle avait aimé utiliser, à savoir le béton, dans sa première partie de carrière. Et donc, ça a donné une série d'enquêtes au long cours dans un média qui s'appelle ID News, média suisse francophone. D'abord une série d'articles découpés, puis regroupés dans une espèce de hors-série qui a fait un petit peu de bruit, mais pas autant qu'escompté. Et donc, la troisième marche, si vous voulez, a été de faire appel à un dessinateur, en l'occurrence moi, mais surtout d'une maison d'édition française pour faire ce qui, effectivement, marchait en France et peut-être un peu moins en Suisse. Il y a moins cette culture-là de la bande dessinée, et notamment de la bande dessinée de reportage, pour avoir un impact maximum. Donc, moi, j'arrive dans l'histoire en janvier 2021. Il faut imaginer que les enquêtes sont quasiment bouclées pour Claude. Alia est encore en train de rédiger ses papiers. Et moi, j'intègre l'équipe. Voilà. Alors, est-ce qu'un étudiant veut se lancer pour la première question ? Du coup, juste une question. Est-ce que vous avez participé aux recherches aussi ou vous étiez juste là en tant qu'illustrateur ? Alors, c'est une bonne question parce que évidemment, j'étais pas censé participer aux recherches. Puis pour balayer, enfin, pour être clair, je n'ai pas enquêté. J'ai fait très peu de terrain. Mais le fait est que quand je suis arrivé, les enquêtes n'étaient pas bouclées et j'ai eu quand même la chance de pouvoir travailler. En fait, moi, j'étais à Paris, c'était en Suisse. Et donc, pour me lancer un petit peu ce travail très lourd de bande dessinée, pour la petite histoire, moi, je me retrouve dans une réunion dans la maison d'édition. Et puis, il faut estimer, évidemment, le temps que ça va prendre et dire une réponse qui rassure tout le monde. Et moi, j'ai dit 1 an et demi à l'éditeur, en sachant qu'on allait mettre 2 ans. Et on en a mis 3. Donc, ça a été, si vous voulez, je pense qu'on a tout fait. Enfin, tout ce qu'il faut pas faire quand on fait une bande dessinée, on l'a fait. C'est-à-dire qu'il y avait l'enquête n'était pas terminée. Évidemment, les enquêtes n'étant pas terminées, elles n'étaient pas transcrites. Il n'y avait pas de scénario. C'est-à-dire qu'il y avait une matière journalistique, mais quand bien même qu'elle aurait été finie, il y a tout un travail. Et je vous en reparlerai de réécriture pour le médium bande dessinée. Après, ça a été je vous disais, un travail de ping-pong et très proche. C'est-à-dire que moi, je passais beaucoup de temps, donc finalement, avec Claude et Alia, chez eux. En même temps que je commençais les premières recherches graphiques, eux finissaient leurs enquêtes. Donc le soir, on se retrouvait, les enfants couchés, autour d'un verre. Et puis, Claude ou Alia me racontaient leur journée, les interlocuteurs qu'ils avaient rencontrés ou les difficultés auxquelles ils faisaient face, surtout sur la fin, les pressions par exemple. Et ça donnait lieu sur le vif, comme ça, à un premier croquis une proposition graphique. Donc c'est ce que vous voyez derrière. Ça, c'est vraiment un dessin qui est issu d'un carnet, qui est une conversation avec Alia. Donc elle me dit, voilà, moi, je suis allé en Algérie, j'ai voulu, vous l'avez peut-être vu, c'est une des premières séquences de la bande dessinée. C'est le moment où elle bascule, en fait, entre une production, on va dire, classique d'un architecte au service d'un commanditaire à re-questionner en fait l'acte de construire en béton. Donc elle est, pour ceux qui peut-être n'ont pas lu, elle est en Algérie et elle elle cherche à faire construire une maison pour un riche commanditaire qui lui veut une maison en béton. Et elle est surtout dans un univers de maison en terre. Et elle se dit mais c'est peut-être l'occasion de proposer ce matériau, d'autant plus qu'elle fait l'expérience de propriétés assez fabuleuses de la terre, notamment sur les questions climatiques. Et donc on lui répond, mais écoutez madame, nous la terre c'était nos parents, nos arrière-grands-parents, c'est pour en gros les pauvres. Hein. Moi j'ai réussi, enfin le commanditaire lui dit j'ai réussi, moi je veux une maison en béton comme vous les occidentaux, avec le garde-corps en moulure style un peu classique, je sais pas comment dire, presque rococo quoi. Et donc elle fait pas face à ce dilemme. Donc on parle de cette scène et moi mon travail c'est tout de suite de proposer une transcription graphique. Donc
on part sur ce principe de dire cette maison là qui te questionne en béton au milieu du désert, voilà, est-ce qu'on peut pas faire une double page où non seulement on verrait ton questionnement avec ce commanditaire, et puis en même temps ce serait l'occasion de préciser, puisqu'on est au début du livre, des questions chiffrées et données pour le lecteur. La composition, qu'est-ce que c'est que le béton, sa composition, qu'est-ce que c'est que ce paradoxe, tu te retrouves dans une maison faite en béton au milieu du Sahara et on t'explique en même temps que le sable, vous savez qu'il faut du sable pour faire du béton, mais le problème de ce sable, c'est un sable très spécifique, c'est un sable qu'on dit dynamique, qui se trouve principalement sur les côtes, et donc en fait la maison en béton dans le Sahara, le sable il vient en fait d'Alger, donc à plus de des milliers de kilomètres de là. Donc voilà, j'ai toutes ces informations, j'ai toutes ces discussions avec elle. Donc on fait une première esquisse et une fois que le principe est validé, moi la journée, le lendemain, l'atelier, je produis une planche où j'essaie de retranscrire et notre échange et essayer surtout, c'est l'exercice de la bande dessinée, c'est de faire passer un maximum d'informations par le dessin. Tout ce qu'on peut enlever de matière textuelle pour nourrir un dessin, c'est toujours bon à prendre. Et donc, on arrive à ce genre de dessin moi j'appelle une esquisse, qui permet de valider avec les auteurs, les éditeurs, le rapport texte-image. Et voilà. Et après commence un long processus. Alors, j'aime bien le montrer parce que les gens ne s'imaginent pas le côté très laborieux de la bande dessinée, c'est-à-dire que pour une page ou un dessin, il en faut 4. Donc après, voilà, j'ai un travail de mise au propre, s'assurer la lisibilité, l'espacement du texte, ensuite d'ancrage à la main, puisque c'est dessiné à la main, et après ça me permet de saluer la quatrième. J'ai dit qu'on était 3, mais en fait on est 4, et c'est vrai que c'est un énorme impensé de la bande dessinée, mais un travail énorme revient au coloriste qui était Ilaria Castagna, qui est italienne, et donc je lui ai envoyé la planche et en noir et blanc, et elle faisait ce travail de couleur. Donc là, si vous voulez, l'information entre Alia qui a fait l'enquête, moi qui ai essayé de comprendre graphiquement comment la retranscrire, et évidemment que mon parcours d'architecte m'a aidé, vous voyez, dans ce genre de représentation, parce que c'est sous couvert d'un dessin dit lignes claires, peut-être un peu franco-belge dans l'inspiration bande dessinée, c'est en fait ce qu'on appelle une axonométrie. Donc c'est un dessin technique qui est c'est pas tout à fait une vue d'oiseau, c'est un plan que vous mettez peut-être vous en avez entendu parler, que vous dressez les verticales, vous mettez en volume un plan. Donc peut-être c'est là que mon espèce de rapport dessin-architecture se glisse là, en tout cas dans la bande dessinée, c'est sous couvert d'un trait peut-être simple ou accessible. En fait, c'est beaucoup des dessins. Vous verrez beaucoup de personnages pensent en plan, en coupe, et l'axonométrie est vraiment pareil, un outil, un dessin technique issu de mes années d'études. Tout ça pour dire que la dernière personne à qui on transmet l'information, c'est la c'est la coloriste, et Ilaria n'est pas architecte. Voilà, elle connaît pas les enquêtes, donc moi il y avait tout un travail si vous voulez, je devais préciser. Alors là, tu vois, ça c'est de la brique, ça c'est du béton. Vous voyez, cette maison, il y a au moins 3 ou 4 matériaux, donc faut pas se planter. Il y a eu sur la couleur, quelques essais un peu infructueux parce qu'on crée des contresens. Et pour la petite histoire, j'ai très vite trouvé un code graphique, c'est-à-dire il y a du sable, voilà, Ilaria, tu verras toutes les zones qui ont des petits pointillés, vous le voyez, c'est du sable. Donc voilà, la couleur adéquate. Le bois, on peut faire des rainures. Graphiquement, il y a des codes. La pierre, c'est pareil. Et en fait, le béton, et Dieu sait qu'il y en a dans l'album, c'est lisse, quoi. Donc il y avait plein de bâtiments. Donc pour pas créer d'ambiguïté avec ce qui était en sable, ce qui était de la terre, je disais à Ilaria, tu verras, dans un coin, j'ai mis une fissure. Et alors c'est purement graphique. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que beaucoup d'auteurs de bande dessinée, quand ils parlent des milieux bétonnés, on dirait, en fait ils ont beaucoup recours à cette facilité graphique qui est d'introduire une fissure, et c'est quand même, moi ça m'a toujours questionné. Du coup c'est le seul matériau qu'on représente un peu qu'on reconnaît grâce à son obsolescence programmée, enfin voilà, on parle presque de sa finitude, ou de la présenter presque déjà comme quelque chose sur le point de devenir une ruine ou un déchet. Voilà, c'était une petite aparté. Tout ça pour dire que non, je n'ai pas fait l'enquête, mais voyez, il faut se glisser quand même et essayer de comprendre au maximum le sujet. Et ça me permet de dire que en tant qu'étudiant en architecture ou diplômé, je suis passé un peu à côté de ces sujets, pas tant parce que
j'étais pas intéressé, mais je suis diplômé en 2017 et je peux dire que fais partie des dernières générations qui ont étudié l'architecture de manière un petit peu old school, ou en tout cas, moi qui y retourne maintenant, enseigner, je vois le changement. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, c'est très simple, tout ce que tu vas dessiner, que ce soit des logements, dans le cadre d'exercices, c'est du béton. Enfin, c'était induit, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait un trait, plus ou moins épais. On se posait pas la question du matériau, quoi. Et c'était, pour moi qui aimais dessiner, c'était vraiment confortable, je dois dire. On ne pensait que en plan, à la composition du plan. Vous voyez, je sais pas si ça vous parle, mais on était sur le versant très esthétique de l'architecture. J'ai jamais, moi, pensé comment une pierre, comment s'assemblaient des matériaux entre eux. J'ai jamais réfléchi en termes de matière. Je n'ai jamais travaillé à l'échelle 1. On travaillait dans des échelles beaucoup plus lointaines, 1/100, 200, très peu de détails. Aujourd'hui, vous retournez dans les écoles, beaucoup se sont dotés d'ateliers d'expérimentation à l'échelle 1. Donc, les étudiants sont quand même plus au contact avec la matière, savent ce que c'est que d'empiler une brique sur une brique, un dessin de façade, le dessin de façade que ça induit d'empiler ou d'emboîter ou de penser la jonction entre les matériaux. Donc, moi, je suis encore un pur produit d'un enseignement hérité. Alors, si on fait la généalogie du mouvement moderne, quoi. Donc, un architecte comme Le Corbusier, qui ensuite, par exemple, Aliac, c'est quelqu'un qui a 50 ans, qui a été formé à l'école d'archi de Belleville. Il faut savoir que dans les années 90 encore, il y avait des ateliers d'architecture complètement calqués sur la pensée de Le Corbusier. Donc, une architecture abstraite, on faisait des maquettes blanches. Voilà, donc la question de la matérialité a été réglée par cette pierre liquide, c'est comme ça que Le Corbusier parlait du béton, quelque chose de très, très malléable, et qui peut absolument... on peut faire un bâtiment entièrement en béton, quand bien même ce n'est pas nécessaire. Peut-être tant qu'on était sur du coup les questions de fabrication, on va dire, création de la BD, je crois qu'il y avait d'autres questions aussi sur les processus créatifs. Oui, je t'entends. Ouais, non, c'est une très bonne question. Ça a été d'autant plus important que, on va pas se mentir, que le sujet, faire une BD sur le béton, c'était pas évident et ce n'était pas pour moi. Quand on m'a appelé, je me suis dit, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va intéresser des gens? Bon, moi, je suis archi, je peux voir un peu l'intérêt, et encore que, je me suis dit, il va falloir. Puis c'est bon, il y avait de la matière. Hein. Je dis pas que l'enquête, par exemple, en Suisse, il y a quand même des choses. Moi, je me pinçais pour croire ce que j'entendais. Donc, je voyais bien qu'il y avait une matière narrative très forte. Mais très vite, la question s'est posée de l'angle et de la mise en scène, de passages, surtout les passages où il y a beaucoup de termes techniques et scientifiques. Et là, la grande chance, c'est que je suis tombé sur un couple, donc Claude et Alia, qui sont fous de bande dessinée, qui ont une grande collection de BD, et aussi fous de cinéma. Et en fait, on est allé chercher plus tôt d'ailleurs. En tout cas, pour les questions de mise en scène, ça nous a vraiment débloqué sur plein de situations, des références du côté du cinéma. C'est-à-dire que quand il y a tout un moment, vous verrez un passage sur... on essaie de comprendre la galaxie du béton, les grands cimentiers. Donc, rien que le terme galaxie, évidemment, on s'est dit, il faut traiter ça un peu comme de la science-fiction, les rapports de force, l'empire du béton. Donc, évidemment, on est allé chercher du côté, vous verrez, de Star Wars. Voilà, je peux le montrer, hein, mais en fait, ça peut paraître comme ça un peu gratuit. Et finalement, c'est extrêmement pratique parce que ça permet de réaliser des planches comme ça où, sous couvert, évidemment, un peu d'imaginaire, on se dit on va faire peut-être attirer plus facilement un public large. Là, vous voyez, c'est anodin, mais les planètes sont dessinées de manière proportionnelle à l'impact en fait de chaque cimentier. En fait, chaque planète c'est un cimentier. Et vous voyez le rapport d'échelle. Les unes par rapport aux autres. Alors, là, vous avez les planches sans le texte, mais ça nous permet aussi de filer des métaphores et de faire passer un nombre incalculable d'informations. Et évidemment, l'humour qui est toujours un petit peu
un peu nécessaire pour évidemment rythmer, équilibrer un livre que même moi pour l'avoir relu, que je trouve quand même dense, pour même faire presque une autocritique, je pense qu'on aurait pu aller avoir au moins une vingtaine de pages supplémentaires parce que je trouve que des fois certaines planches ont encore un rapport texte-image qui moi me questionne parce que je suis vraiment voilà moi j'aime l'archi mais j'aime encore plus la bande dessinée et voilà c'est cet équilibre en fait et donc à un moment quand il y a trop de texte, faut se poser la question de peut-être on n'a peut-être pas réussi à explorer toutes les transcriptions graphiques du sujet. Voilà. Du coup, j'ai une question. Je ne sais pas si vous l'avez sur vous, mais c'est quoi la planche que vous avez préféré dessiner? Alors ça peut être je sais pas en vérité, enfin ça pourrait être une planche comme ça, enfin les planches qu'on aime dessiner c'est celles avec lesquelles où l'idée elle vient très vite et c'est assez rare parce qu'en fait on n'a jamais la bonne idée aux premières fois, enfin on a beaucoup testé, on a beaucoup recommencé. Oui, non, mais c'est des planches où tout d'un coup, voilà, la question de l'imaginaire est au service d'un discours. Je dirais pas, enfin, en tout cas, c'est pas scientifique, mais c'était journalistique, donc c'était solide. En fait, plus, si vous voulez, votre matière, elle est solide à la base, sourcée, voilà. Plus après, vous sentez à l'aise pour aller explorer, amener ce contenu qui est issu d'enquêtes, qui a été vérifié. Plus moi, je me sens à l'aise pour aller essayer de transcender un petit peu ou aller chercher des univers très lointains. Donc c'est un peu la réponse que je peux faire, hein. Je défile, je cherche voilà, j'ai une planche qui me vient en tête et pareil, on a beaucoup peiné, elle est dans le bouquin mais vous la retrouverez parce que c'est vraiment le seul passage où il y a un peu d'heroic fantasy, c'est-à-dire qu'on est dans une fin de chapitre, on a eu beaucoup d'informations qui ont été délivrées au cours de ce chapitre, c'est très dense et il restait encore beaucoup d'informations à donner. C'est-à-dire moi je me retrouve avec une planche où il faut que je donne des données chiffrées, des données politiques, c'est un peu obscur, en plus ça parle de politique suisse, c'est des termes que moi français par exemple, c'était un peu compliqué. Et ça, je fais une petite parenthèse, mais vous le remarquerez, enfin la BD, on a fait le choix de mettre en scène les auteurs, c'est-à-dire que c'est Alia et Claude dans leur quotidien. Donc souvent les fins de chapitre se passent chez eux, c'est-à-dire qu'il y a un côté méta, c'est-à-dire qu'on les voit avoir terminé leur enquête, rentrer lessivés, et en même temps gérer une vie familiale. Et donc ça, c'est en pensant à ce côté famille, en fait, je voyais leurs enfants qui étaient très en demande de regarder la télé. Et on a utilisé le prétexte d'un dessin animé pour continuer à raconter toutes les informations que j'essayais de vous dire, donc questions politiques, financières notamment, donc on suit des personnages de bande dessinée, enfin de dessin animé avec des dragons, enfin et en fait c'est tout. Si vous regardez, le dessin est une métaphore de ce qui est dit de manière très sérieuse sur des jeux de pouvoir à l'échelle cantonale, une affaire de corruption, etc. Donc ça c'est une planche quand vous voyez que ça fonctionne de manière enfin c'est pas trop voyant ni ridicule, enfin j'ai l'impression que ça s'inscrit parfaitement dans le récit et en même temps on a délivré, si vous voulez choper l'information vous l'avez, sinon vous pouvez aussi très bien lire cette planche comme quelque chose de purement un peu ça raconte aussi bien la vie de famille d'un couple d'architectes et de journalistes que ça délivre encore une couche supplémentaire d'informations concernant le béton par exemple. J'ai une question dans votre atelier, comment ça se passe? Parce que est-ce que vous avez un script ou alors vous devez attendre de rencontrer les deux autres auteurs, enfin pour faire la suite, quoi. Alors là, parce que j'ai pas toujours travaillé comme ça, mais là c'est bon, il se trouve qu'ils sont quand même très vite devenus des amis, donc moi j'avais la chance en fait je préférais qu'on discute en fait. Et certes, il m'avait envoyé c'est Claude qui s'est plutôt occupé de ça, on va dire de la partie transcription en dialogue. Mais c'était vraiment vous voyez, c'était vraiment une discussion au fil de l'eau qui donne naissance à une première idée. Je dis pas qu'après il y a un travail solitaire à l'atelier où il faut quand un moment reprendre le script qu'on m'a donné. Enfin, j'ai quand même effectivement des dialogues qui sont souvent évidemment trop longs parce qu'en fait quand on écrit, je vous rentre un peu dans la cuisine, mais c'est toujours intéressant. Quand on écrit à l'ordinateur, on se rend pas compte, c'est des pavés. Quand il faut retranscrire à la main le texte, en fait ça rentre pas. Donc là, c'est des vraies questions de ce qu'on appelle le découpage. Donc, l'information va passer en combien de cases? Est-ce que finalement, on fait pas 6 cases, mais une grande planche?
Et donc ça, c'est un travail plutôt solitaire, effectivement un peu patient, où il faut faire rentrer les choses les unes après les autres. Mais vraiment le déclic, l'idée forte qui génère le travail, c'est pour moi, il faut que ça soit une discussion, et parce que je suis très en demande de références extérieures, d'un point de vue. Je serais bien en peine de recevoir un Word avec un dialogue et puis d'être un peu tout seul chez moi, quoi. Complètement. Alors ça, c'est vrai que on avait besoin, parce que il fallait rappeler, on avait plusieurs, on va dire, injonctions. Il fallait rappeler que on était, enfin en tout cas c'est la position d'Alia, et moi je suis prêt à la rejoindre, on n'était pas anti-béton, c'est-à-dire qu'il y a une histoire du béton, il y a des choses que le béton peut faire qu'aucun autre matériau ne pourra faire pour l'instant, dans les infrastructures, les grandes portées, qu'on a aussi construit des choses qui sont classées, protégées, et qui ont une grande valeur en béton. Donc, tout ça, c'est, il y a en France, il y a pléthore d'architectes, Corbusier, Auguste Perret. Donc, nous, on a utilisé le Corbusier parce que c'est, bon, en plus, voilà, c'est une personnalité double à plein d'égards. On pourrait parler donc effectivement de l'héritage architectural, mais aussi, peut-être vous le savez, mais c'est quelqu'un qui a essayé de travailler sous le régime de Vichy. Enfin, il n'est pas parvenu, mais qui était quand même très intéressé de mettre son talent au service des régimes fascistes, voilà, entre 39 et 45. Donc, c'était une figure, et en plus, qui est pareil, pratico-pratique, qui est tombé dans le domaine public. Donc, vous pouvez dessiner Corbusier sans avoir de problème, ce qui n'a pas été le cas avec Darvador, par exemple, sur l'image que je vous ai montrée. Mais et donc voilà, cette figure ambiguë, c'était parfait, parce que c'est un personnage qui, au début, est une espèce de gourou du béton, mais qui en fait correspond à la vision que la jeune Alia, architecte, avait de ce personnage. Et puis, en fait, on a tiré le fil jusqu'au bout. Je vais vous spoiler, mais c'est la dernière image de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, cet architecte qu'on a adulé puis décrié, c'est aussi, quand on regarde de près ces bâtiments, c'est quelqu'un qui a travaillé, en fait, la terre. Il y a plein de bâtiments en briques, de Corbusier. Enfin, c'est pas la majorité, mais ils existent. C'était quelqu'un qui avait une connaissance fine quand même de l'histoire de l'architecture, et pour la petite histoire, à Genève, il a construit un bâtiment, un immeuble qui s'appelle l'immeuble Clarté, qui est plutôt, d'ailleurs, il y a très peu de béton, beaucoup de verre et de métal. Et en vérité, quand on l'a rénové récemment, on s'est rendu compte que les murs sont isolés en partie en paille. Donc voilà, ça pose question. Donc voilà, à la fin, on se permet de dire, est-ce que si un Corbusier aujourd'hui qui était intéressé par l'époque, collée à son époque, d'utiliser les choses. Enfin, lui, il s'est intéressé au béton parce que c'était le matériau de son époque. C'était la modernité, c'était de faire des maisons comme on faisait des voitures. Faut imaginer, c'est l'essor industriel. Donc lui, ses références, c'est pas là. Pour le coup, c'est pas tant dans l'architecture qui va l'épuiser, mais dans le monde de l'automobile, dans le monde des paquebots, dans le monde industriel. Donc aujourd'hui, les références ont changé. On pourrait se dire, est-ce qu'un Corbusier ne s'intéresserait pas à la paille? La paille dans le sens paille porteuse, voilà. Donc c'est une figure très malléable, très facile à dessiner, enfin en tout cas un vrai plaisir de dessinateur. Et donc voilà, c'est cette planche là en fait. Donc il était bien utile, on pouvait le charger. Alors j'imagine que vous avez fait un travail de recherche assez important pour cette BD. Est-ce que vous avez des difficultés particulières pour trouver de la documentation? Quel type de recherche vous avez fait? Alors, en termes de documentation, on va dire des lieux, parce que c'est bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même de dessiner de l'architecture. Ça, c'est voilà. Donc, il y a plein de lieux de par l'activité d'Alia qui a construit un peu partout dans le monde, de par aussi Claude, son activité de journaliste. Et heureusement, il faisait des photos. Donc, moi, je suis allé très peu sur le terrain, mais il me nourrissait d'une quantité astronomique de photos. Donc ça, j'ai pas vraiment eu à me plaindre, et c'était mon plaisir de dessinateur. Par contre, il y a eu des vraies difficultés, en tout cas difficultés, je sais pas, mais sur la question de la représentation des acteurs. En fait, si vous voulez, quand Claude et Alia, ils ont sorti leurs enquêtes
leur premier papier dans le journal, ils se sont pas trop méfiés et pensaient pas que ça allait faire grand bruit. En fait, ils ont été très vite inquiétés. Enfin, inquiétés. On est en Suisse, donc c'est pas vraiment inquiétés, mais en tout cas, il y a eu des coups de fil à la rédaction. Évidemment, des gens qui étaient nommés, qui étaient pas contents. C'est pas tant les grands groupes comme Holcim Lafarge, qui est un petit peu au cœur de ce roman graphique, mais tous les gens qui gravitent autour de la gestion des gravières, des syndicats agricoles. Et donc, quand on a fait la BD, la question s'est posée. Est-ce qu'on représente les gens tels qu'ils sont? Est-ce qu'on les nomme? Donc en fait, on a été aidé d'avocats, hein, donc c'est au fil de l'eau. Il y a des gens qui, généralement quand c'est des gens qui ont une parole publique, on peut y aller. Mais certaines personnes, on a dû en dernière minute changer graphiquement la manière pour pas qu'ils se reconnaissent, quoi. C'est un peu les seuls finalement. Je dois dire que c'est quand même fait sans grande. Pour ma part, j'ai eu accès vraiment à un fonds assez exceptionnel de documentation, quoi. Moi, j'avais une question sur les acteurs. Qui a fait la relecture? Est-ce qu'il y a une relecture scientifique? Et quel lien vous avez entrepris avec, par exemple, les collectifs contre le béton, etc. Alors, il y a eu une relecture. Alors après, il y a une relecture chez les éditeurs. Après, donc en fait, c'est une BD qui est finalement, ce n'est que des rencontres les unes après les autres. Hein. Donc Claude, plutôt des rencontres dans le monde politique, Alia, plutôt des architectes. Mais bon, en tout cas, on a fait relire chaque passage aux intéressés, surtout pour les questions de vérification des faits. Et après, il y a une bibliographie qu'Alia a rédigée. Les éditeurs nous ont demandé d'ajouter tout un feuillet à la fin, donc qui vient sourcer. En fait, nous, on s'appuie sur une littérature qui est scientifique solide, qui était déjà là. Hein, je pense à le livre d'Ancel Japp, j'ai oublié son nom, qui s'appelle, je crois, tout simplement Béton. Mais enfin, il y a toute une littérature qui est sur qui finalement la matière première vient de là et on ne se cache pas pour le dire. En tout cas, tout ce qui est donné chiffré. Et après, sur les collectifs, c'est des gens avec qui on est toujours en rapport, notamment les collectifs qui se sont formés en Suisse. Donc là, pour rentrer un peu dans le sujet, donc cette pression faite par les cimentiers sur les terres agricoles a quand même sur les agriculteurs a généré en fait des groupes de lutte qui sont toujours à l'heure actuelle n'ont pas obtenu gain de cause. Donc, alors moi je suis pas basé en Suisse, hein, mais Claude et Alia maintenant sont un peu des figures locales, donc constamment invitées à prendre parole. On pourrait même dire qu'Alia, pour le coup, qui n'était pas militante sur ces questions-là, l'est devenue. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est maintenant connu et qui prend parole sur ce sujet-là. Après, ce qui est agréable en Suisse, de ce que j'ai pu comprendre et ou voir, c'est que c'est un petit pays, enfin en tout cas la Suisse francophone, donc les gens, on a très vite accès. Par exemple, le patron de Lafarge, en fait, vous pouvez très vite le rencontrer, quoi. Le week-end, souvent, il venait quand il y a eu des prises de parole militantes, les zadistes de la ZAC du Mormont, dont on fait référence à côté de Lausanne, ont rencontré le patron de Holcim Lafarge. Tout ce petit monde se côtoie. Il n'était pas rare que dans les réunions, on avait un prix Nobel de physique qui assistait. Donc, en France, je pense que si on avait fait une BD qui se passait en France, je pense que le débat, ou en tout cas, aurait été beaucoup plus tendu entre les différents acteurs. Je ne sais pas si les gens se seraient parlé comme ça. Voilà. Je me permets, je pense, parce que tu parlais des difficultés, je vous ai amené ça, je le montre assez peu finalement, mais aussi il y a quand même une difficulté très grande, qui en plus a abouti à une insatisfaction de ma part à la fin, c'est la couverture. Quand vous arrivez avec un sujet comme ça, avec des éditeurs, mais c'est valable pour le monde du livre en général, il faut très vite rassurer l'éditeur sur deux choses, le titre et la couverture. Parce que alors là, on va parler un peu ras je m'en excuse, hein, mais ras du sol, mais voilà, l'éditeur il veut vendre son livre, donc
autant le titre, bon, voilà, il s'est un peu imposé assez vite. Je crois qu'il y a eu consensus. Autant, comment présenter cette enquête? Et alors, moi, avec Claude et Alia, on était quand même le mot enquête, il résonne dans un imaginaire. Donc, au début, on était dans des couvertures un petit peu peut-être anxiogènes. En tout cas, c'est ce qui nous a été reproché. Donc voilà, vous voyez, c'est les premiers essais, mais qui ont été faits très très en amont. Hein. Là, je pense que j'avais pas fini le storyboard quand on faisait des tests. Donc une chose s'est imposée et qui n'était pas simple, par exemple pour Alia au début, c'est d'accepter d'être en scène dans sa propre bande dessinée. Aujourd'hui, vous avez peut-être lu des BD de reportage. Ce n'est pas forcément la norme quand on pense aux algues vertes, quand on pense au monde sans fin. Moi, c'est des BD, j'ai plaisir à lire, mais ça tient plus du cours illustré. Enfin, c'est-à-dire que vous avez un scientifique, en tout cas, c'est pas forcément incarné par un personnage. Et ça a été très vite une demande des éditeurs sur laquelle moi je me suis vachement aussi reconnu, c'est de faire exister cette histoire à travers vraiment un couple qui enquête. Donc, il devait apparaître sur la couverture. Voilà, un peu une famille contre le béton. Mais évidemment, donc, on s'est heurté aux éditeurs qui ont très peur qu'on fasse fuir la moitié du lectorat avec des choses comme ça. Alors, et aussi pour des choses très compréhensibles. Par exemple, la première couverture, moi, j'aimais beaucoup, Claude aussi, qui est une référence, et on revient à la question des références au film Duel de Spielberg, vous connaissez, c'est son premier film où un camion dont on voit pas le chauffeur poursuit une bagnole pendant 1h30. Et donc là, c'est une bétonnière. Bah, effectivement, j'en reconnais et je l'ai présenté l'autre jour et à des étudiants qui ont dit bon, on comprend pas que c'est une bétonnière. Et donc voilà, donc la couve l'idée passe pas. Voilà. Après, il y avait le pont, donc qui est une référence au pont de Gênes qui s'est effondré. Voilà, pareil, on m'a dit peut-être un peu fort. Il y a eu des choses comme ça. Hein, donc là, c'est l'unité d'habitation de Le Corbusier. Donc pareil, toujours, c'est quand même très simple de fonctionner en référence. Peut-être certains connaissent la scène de fin de La planète des singes, donc la vieille version avec Charlton Heston quand découvre qu'il est en fait sur la planète Terre et c'est pas donc là, lui c'est la Statue de la Liberté. Là on a mis donc l'unité d'habitation de Marseille qui on sait pas vraiment si elle s'effondre ou elle sort du sable, mais voilà, pareil. Donc là, on nous disait, c'est un petit peu la fin du monde, ce que vous décrivez. Et en fait, moi, j'étais complètement d'accord, parce que la remise en question du béton, c'est aussi la remise en question de nos modes de vie, en fait. Donc voilà, mais pareil. Et finalement, on arrive à une couverture qui est celle-là. Enfin, vous voyez, ça, c'est les prémices de ce que va donner la couverture terminée, qui est, et je vous le dis en toute transparence, qui est une couverture de compromis, c'est-à-dire avec beaucoup des idées que vous avez vues avant, donc la famille, le béton, le graval, machin. Et en fait, tous ces éléments mis bout à bout, alors après on peut en discuter, ne font pas forcément une bonne couverture. C'est-à-dire que, vous me direz, ça m'intéresserait d'avoir vos retours, mais c'est quelque chose de très chargé. Finalement, il n'y a pas une idée forte qui en sort. Et peut-être elle a le mérite de comprendre qu'on va parler de béton et de sable, mais voilà, donc il faut reconnaître que voilà, j'ai pas dans le temps qui m'était imparti réussi soit à convaincre sur une couverture plus forte, mais voilà, on a abouti à ça. Ce qui me permet de vous dire que et cette conférence, enfin cette discussion tombe à point nommé. On ressort béton, on le réédite la semaine prochaine avec une nouvelle couverture. Voilà, qui est en tout cas que je préfère. Si on se base sur la couverture et sur la BD au sens large, est-ce que vous avez des retours d'entreprises du BTP sur la couve visuellement? C'est vrai que ça peut peut-être interloquer. Et sur la BD aussi au sens large? Eh ben, pour être sincère, on a eu zéro. Autant comment? Je pense que les enquêtes ont fait peur parce que c'était le début. Mais il faut dire aussi, quand on a fait cette enquête, Lafarge était en plein procès pour leurs activités en Syrie, leur collaboration en fait avec l'État islamique, donc pour lesquels ils ont été condamnés. Donc je pense qu'ils avaient déjà d'autres chats à fouetter. Donc on a pu faire ça un peu en sous-marin. Et puis il faut reconnaître qu'ils sont quand même suffisamment gros et attaqués un peu. Enfin, pour eux, je pense qu'ils voient pas encore le. Enfin, s'ils le voient venir je veux dire la critique, la contestation, mais pour être sincère, je suis pas sûr que ça les fasse tant vaciller que ça. Voilà, ils sont armés d'avocats, eux-mêmes ont un discours de greenwashing qui est complètement décomplexé. Hein, enfin,
Et même, enfin, faut reconnaître. Je suis allé après dans la BD se termine à Fribourg, mais c'est pareil à Zurich, dans un atelier d'expérimentation échelle 1 dans une école d'architecture. Là, vous voyez, les étudiants, c'est vraiment ça, ce qu'ils font une partie de l'année, c'est en fait, c'est financé par Lafarge, hein, quand même. Donc, vous voyez, il y a une espèce de, enfin, ils sont partout, ils sont dans les conseils d'administration des écoles, à Zurich, à Lausanne. Donc, ils s'arrangent très bien avec ça, quoi. Puisqu'ils disent, regardez, on peut continuer à faire des bétons bas carbone. Alors, il faudrait s'entendre, hein, parce que les normes, en fait, il n'y a pas une norme européenne qui est standardisée. Et puis, sous couvert de financer des chemins qui ne présentent toujours que comme des alternatives, mais jamais comme une vraie filière. Ce qui serait un peu le message qu'on essaye de faire passer à la fin de ce livre, c'est que faut peut-être sortir de cette conception un petit peu alternative, à la marge, pour expliquer qu'en fait, ces filières comme la terre ou la paille en région lyonnaise, enfin nos grands-parents et grands-parents, ils construisaient dans d'autres matériaux. Enfin, le béton, c'est une vraie rupture. C'est de construire un bâtiment monomatière, c'est jamais vu dans l'histoire de la construction humaine. Je veux dire, combien même on peut utiliser du béton pour des soubassements, mais en fait, c'est le message d'Alia. C'est comme un régime alimentaire, en fait. Il faut consommer de tout et pour à la juste juste proportion et en considération des propriétés de chacun des matériaux. Ça n'a pas beaucoup de sens de faire un plancher en béton. On peut le faire, on le fait, voilà. Mais voilà. J'ai peut-être une question qui va un peu dans ce sens-là aussi. Est-ce que du coup, en Suisse, les différentes réunions, consultations qu'il y a pu avoir dans ce cadre-là, est-ce que ça a fait changer certaines choses sur les pratiques ou est-ce que, comme vous dites, c'est des groupes tellement gros que ça a eu un faible impact? Je pense que on est encore à la marge. J'ai l'impression que la Suisse, vous voyez, ce genre en tout cas dans les écoles, là en France, on n'y est pas encore. Enfin, il y a, je crois, Grenoble qui a mis ça en place depuis des années, mais je pense qu'en Suisse, les étudiants sont quand même maintenant, je vois les laboratoires, que ça soit à Lausanne, à Zurich, là on est à Fribourg. Bon, moi je dirais que le mouvement il vient des écoles, donc peut-être que ça va former une génération d'architectes qui aujourd'hui veut quand même de moins en moins construire, et c'est vrai. On a changé, le métier d'architecte est en train vraiment de basculer. De fait, on est amené, alors je parle pour mes camarades, hein, parce que moi je n'ai pas eu ce parcours, mais à amener plus à réparer, à rénover, à faire avec. Donc de toute façon, de construire ex nihilo, ça va se faire de moins en moins. Donc moi je pense que le changement va venir de là, mais des fois j'ai l'impression qu'on est un peu aussi dans notre petit monde, et quand on voit je prenais le train sur le bord du lac Léman, c'est les grues. La Suisse a une bétonite, c'est parce qu'il y a de l'argent, en fait. Donc, la Suisse, par exemple, a un patrimoine en béton, d'ouvrages en béton qui est assez énorme. Des ouvrages d'art, ça se comprend, hein. Ils ont des tunnels qui franchissent et des viaducs qui franchissent les montagnes, mais ils ont aussi tout un patrimoine bâti de logements, et qui arrive à obsolescence. Parce que moi, la grande découverte de cet ouvrage, autant la question du sable, j'en avais entendu parler, le CO2 évidemment, mais alors c'est l'obsolescence. C'est-à-dire que peut-être moi, quand je faisais en béton, je pensais que déjà 100 ans, c'était pas mal. Après, on a dit, vous savez, le béton, la durée de vie, c'est 70 ans, et maintenant, les études les plus sérieuses disent 50 ans. Donc, autant dire que c'est vraiment, c'est affligeant, quoi. Et on connaît pas ça, parce qu'en fait, on est en train de récupérer un patrimoine, nous, en France, issu de la reconstruction, principalement en béton, et on est seulement en train de comprendre comment on va devoir le gérer, le rénover. Et donc, les Suisses, eux, ils ont de l'argent, donc ils s'embêtent pas trop. En vérité, ils démolissent beaucoup. En tout cas, tout ce qui est patrimoine bâti. Donc, ils ont, pour l'instant, une question des déchets à gérer, eux. Et c'est un peu le fameux cercle vicieux que la BD, en tout cas l'enquête de Claude, démontre, c'est que tout en cherchant des gisements de sable dans le canton de Lausanne, les cimentiers sont très intéressés en fait par ces nouvelles gravières qu'on va créer, parce qu'en fait ça va créer des sites d'enfouissement pour les déchets, quoi. Donc en attendant de pouvoir, parce que les cimentiers vous disent oui, mais on peut le recycler maintenant, le béton, on peut le refaire. Alors c'est vrai, on peut refaire du béton en réduisant en poudre, mais alors là faut remettre de l'eau, faut remettre pour une consommation d'énergie de dingue. Donc c'est quand même pas une solution viable à long terme. Donc
voilà. Et sinon, eux aussi ont la capacité d'entretenir à grands frais leurs ouvrages d'art, hein, puisque quand on parle de béton, je l'ai pas précisé, mais c'est du béton armé. En fait, on parle de deux matériaux. Les problèmes arrivent le jour où l'architecture découvre le béton armé, c'est-à-dire enrobe des fers dans du ciment. Et de manière quasi implacable, le fer, soumis à différentes contraintes climatiques, va gonfler. On peut pas aujourd'hui aller contre ça. Et c'est par exemple le pont Morandi à Gênes, c'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est des fers qui sont soumis, enfin en tout cas un béton qui est soumis à un vent salé marin, donc le sel, l'humidité fait un cocktail qui fait que le fer à l'intérieur se gonfle et fait fissurer le béton. Donc soit vous avez de l'argent et vous pouvez aujourd'hui rénover, entretenir, soit quand en Italie, c'est arrivé, mais aux États-Unis ils ont le même problème toute une partie de leurs infrastructures qui arrivent en fin de vie et qui ne sont dans certains États pas entretenues. Vous avez déjà peut-être vu en Sicile, hein, plutôt que d'entretenir le pont, on en fait un à côté, hein, les autoroutes pareil. Voilà. Donc non, on n'en a pas fini avec le béton. Et du coup, ma question aussi était valable pour le point de vue environnemental, parce que du coup, dans la BD, c'est mentionné à un moment donné qu'il y a un peu une sorte de flou juridique en Suisse, alors que normalement, tout est bien réglementé, que justement, autour de l'extraction des sables, il n'y a absolument rien. Est-ce que il y a des choses qui ont bougé un peu ou... Alors ça, peut-être je vais sécher peut-être parce que Claude et Alia, je pense qu'on suivi tout le développement après en Suisse, puis il y a toute cette culture en Suisse, effectivement des votations, donc quand même ça a fait grand bruit, donc je pense qu'il a dû se passer des choses, mais c'est vrai qu'on peut quand même souligner que dans un pays qui est censé ultra réglementé, il y avait un vide juridique concernant en fait, mais quelque chose qui n'intéresse personne parce que par rentable, c'était les agriculteurs. En fait, il faut savoir les agriculteurs de l'arc alémanique. Bon, en fait, c'est des terres qui sont finalement assez pauvres, donc c'était des agriculteurs qui n'intéressaient personne. Donc quand pendant le Covid, donc un moment parfaitement choisi par les cimentiers pour aller voir ces agriculteurs, leur proposer de céder des terres à un prix qui pour certains leur paraissait acceptable. D'ailleurs, pour la petite histoire, une moitié des agriculteurs a fini par céder, quand bien même ils savaient, ça a été clairement expliqué, qu'on irait chercher le sable de 30 mètres sous leur terrain et qu'on reboucherait sur 25 mètres avec les déchets du béton et puis on finirait avec un peu de terre cultivable au-dessus. Mais quand bien même les difficultés de subsistance étaient telles qu'ils ont trouvé que c'était un bon compromis. Claude, après, a fait le fameux calcul de ce qu'allait rapporter ce gisement au cimentier ou à celui qui allait gérer la gravière sur ce terrain, mais je sais plus le facteur, enfin, c'est dit dans la BD, mais en tout cas, c'est ridicule la somme qui a été en dédommagement à ces agriculteurs. Pareil, en fait, c'était assez déconcertant de voir parce qu'évidemment, un peu comme en France, quand une terre agricole est cédée, il y a en vérité une priorité faite au rachat par un agriculteur. Nous, on s'est rendu compte qu'il y a eu des formations express pour devenir exploitant agricole délivrées à de riches avocats de Genève, parce qu'évidemment, c'était le filon. En fait, ouvrir une gravière au bord du lac Léman, c'était l'assurance d'avoir le matin des camions qui partent chargés de ça pour nourrir les différents chantiers de la région, et puis le soir, qui revenaient charger des déchets de la démolition. Hein. Donc, c'était du win-win. Hein. Et donc, ça a été très, très facile, c'est toute la séquence au téléphone, en fait, de confondre plein de gens qui n'étaient pas en vérité agriculteurs et qui avaient utilisé des hommes de paille pour s'octroyer, en tout cas, prendre possession des terres. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué quand vous avez découvert les enquêtes ? C'est l'obsolescence du béton. Enfin, moi, j'ai pris la mesure de la rupture qui s'est opérée et très vite, en fait, parce que pas vraiment. J'en reviens toujours. Je pense toujours. Moi, j'ai des grands-parents qui étaient des agriculteurs et ils ont construit dans leur vie 3 fois leur maison. C'est-à-dire, les gens construisaient leur maison et puis tout ce que les gens, enfin tout ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, je sais pas si vous connaissez ce terme, mais c'est-à-dire cette architecture sans architecte, mais qui fait 80% de nos paysages, ou qui faisait 80% de nos paysages, sont des architectures locales, mais qu'il n'y a pas de,
c'est pas une architecture forcément, c'est une architecture sachante, mais pas savante, dans le sens où il y a pas de professionnel, il y a pas un architecte qui a fait des études, qui connaît forcément l'histoire de l'architecture, mais toujours, voilà, pourquoi un village en Provence, il est en pierre, pourquoi les rues à Arles, elles sont tout le temps avec des angles impossibles, et c'est pour couper le vent, c'est pour, donc toute cette architecture qui a été faite de manière pragmatique, en lien avec, quand la modernité est arrivée, donc ça incrimine beaucoup plus que le béton, ça va beaucoup plus loin, ça vient même questionner. Moi, c'est peut-être ça, moi, qui m'a éveillé sur notre mode de vie, le rêve. On peut questionner le rêve pavillonnaire français. On est un pays qui, voilà, depuis toutes les politiques ont entretenu jusqu'à récemment, jusqu'à, je sais pas, Emmanuel Macron qui dit la bagnole, voilà, j'aime ça. C'est quand même le rêve français de dire, il faut que chacun ait une maison sur un terrain, et on sait très bien c'est pas soutenable. Moi, j'ai travaillé un peu dans la logistique, je m'étais intéressé à la question des centres commerciaux. Et j'avais rencontré des homologues belges et allemands qui me disaient, mais c'est très drôle, vous les Français, quand vous faites une zone commerciale et que vous construisez un grand hypermarché et que vous avez besoin d'une zone de stationnement, nous, en Allemagne ou en Belgique, la seule question, c'est la zone de stationnement au-dessus ou en dessous du centre commercial. Vous faites à côté. Vous utilisez le double surface, et alors donc voilà, et moi ça m'a finalement questionné sur notre manière de penser l'aménagement. Donc ça va au-delà de la question du béton, mais c'est complètement lié. Moi, j'ai une question sur le processus d'enquête. On sent qu'il y a plein de fils qui auraient pu être tirés ou qui l'ont peut-être été. Vous parliez de l'enfouissement, des déchets. Il y a des histoires sur le fait de prendre du sable illégalement sur les plages, etc. Et je me demandais s'il y avait peut-être des bouts qui avaient été enquêtés mais qui ne sont pas dans le livre, ou des débats des questions qui s'étaient posées à vous à certains moments. Et je vous pose la question parce que ça m'évoque beaucoup le processus de recherche en sciences sociales. Quand on est chercheur ou étudiant, quand on fait un travail sur un sujet, on est sans cesse confronté à ce genre de questions et de dilemmes, de savoir où border, où s'arrêter, qu'est-ce qui entre ou pas dans la démarche. Oui, c'est une très bonne question. Toute la première partie, effectivement, elle est riche de... On parle du sable, on parle les mafias du sable dans le monde entier. Alors après, il y a là où on s'arrête, où on n'allait pas plus en avant, c'est parce qu'il y avait forcément, souvent par exemple dans la question du sable, il y a un super documentaire qui est aussi un peu à l'origine de cette bande dessinée. Enfin, nous on avait ça en ligne de mire, c'est le sable enquête sur une disparition, qui était un documentaire Arte, ça date de 5-6 ans, peut-être plus. Donc là, on savait que ça avait été fouillé, donc on donnait quelques clés, mais évidemment, ce serait un sujet entier. Je pense que quand même dans les discussions, on s'arrêtait là. On voulait garder toujours cette enquête à échelle humaine, c'est-à-dire là où Claude et Alia s'étaient rendus. C'est-à-dire qu'à un moment, on aurait pu partir effectivement à l'autre bout du monde, et tout d'un coup, la BD permet ça. On ouvre une case et puis on est ailleurs, et puis on a un peu oublié nos auteurs. Et en tout cas, c'était nos personnages. Donc en fait, on voulait rester assez proche du terrain. Et tout en ayant toujours un discours qui pouvait pouvoir se dire, imagine, on est en Suisse, imaginez dans le reste du monde. Mais je pense que c'est un peu ça qui nous a guidés, et aussi pour se différencier, encore une fois, des ouvrages un peu, des BD BD reportages de référence qui ne tiennent pas forcément toujours cette ligne jusqu'au bout, de dire en fait on est avec des personnages dans une voiture, et puis c'est un trajet. Moi j'aimais bien aussi ce côté très quotidien. En fait, évidemment on va parler de choses qui concernent le monde entier, mais c'est votre voisin, c'est l'agriculteur du coin, donc je pense que cet ancrage local, c'est un petit peu la règle. Et puis par contre, alors il y a un fil qu'on nous a pas forcé, mais qu'on nous a demandé de tirer, qu'on n'avait pas prévu, parce que les enquêtes correspondent aux deux parties. Vous avez peut-être vu, donc la BD c'est 3 actes, et les enquêtes c'est les 2 premiers. Et on a rendu notre copie, et l'éditeur a dit on a un problème parce que là vous nous laissez vraiment dans le pire des situations, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu rude, quoi, pour le lecteur. Et c'est vrai que ça a été une demande des éditeurs, et pour le coup c'est une partie qui à mon avis donne envie, mais qui pourrait être beaucoup plus approfondie, c'est celle des alternatives. C'est-à-dire que on nous a dit reprenez la route.
rencontrer des gens qui sont à la marge ou l'étaient ne le sont plus. Et donc, voilà, il y a ce dernier chapitre qui est assez court, assez succinct, mais qui donne un peu d'espoir en disant, bah voilà, en fait, il y a des filières qui existent, qui se mettent en place, voilà, qui n'ont pas forcément de modèle économique, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu une discussion à midi avec quelqu'un qui était très au fait de la filière terre et qui dit, bah voilà, par exemple, l'exemple choisi n'est pas forcément le plus pertinent parce qu'en fait, c'est une manière de penser la construction en terre, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et puis voilà, ça fait déjà 1 an et demi, mais en fait la filière est déjà passée, donc c'est une partie, je pense, et tant mieux, qui sera peut-être assez vite obsolète, ou en tout cas les choses. On parle de réemploi. Le bâtiment qu'on va voir pour justement illustrer la question du réemploi, finalement, c'est du réemploi de seconde œuvre, donc c'est un bâtiment, mais c'est plutôt la question du mobilier ou des isolants qui proviennent d'autres chantiers, d'autres matériaux. Mais aujourd'hui, la question du réemploi, je suis pas expert, hein, mais on commence à pouvoir réutiliser des blocs entiers de béton d'un bâtiment à un autre pour leur capacité structurelle. Donc même ça, c'est en train de bouger. Artistique, je sais pas. On peut continuer à faire du béton. Et puis alors Ricciotti, je pense que lui, dans son discours, il évacue. Je crois même que, alors je sais plus comment il le défend, hein, mais il dit c'est le matériau le plus écologique. Après, je sais pas. Moi, j'aurais pas forcément les arguments pour débattre avec lui. Non, mais il y a toujours. Construire en béton sur le plan esthétique, moi j'ai pas de problème, on fait des choses très belles. Voilà, il y a des bâtiments de Le Corbusier, il suffit d'aller au couvent de la Tourette, il suffit puis je cite les plus célèbres, mais même Marseille, c'est sublime. J'étais à l'ENTPE, donc c'est à Vaux-en-Velin ce midi, le bâtiment en béton, j'ai oublié le nom d'architecte, mais c'est un super béton désactivé. En fait, c'est pas un béton, c'est 5 bétons, donc il y a des nuances, c'est à tomber. Mais en fait, c'est les conditions de production qui sont insoutenables. Le matériau en lui, son esthétique, moi je le critique pas, et je l'aime beaucoup. Et en fait, on fait un peu ce mea culpa dans la BD. Nous, les archis, on est les premiers à justement avoir un regard au-delà, peut-être parce que en France, il y a cette histoire aussi du béton qui est associée à la reconstruction et puis à ce qu'est devenu l'héritage de la reconstruction, à savoir les grands ensembles. Donc faut ça aussi savoir de quoi on parle. Mais et quand bien même il y a des grands ensembles qui sont remarquables et qui sont parfaitement dessinés, mais alors c'est encore un autre sujet, ça pourrait encore un autre débat, mais sur le plan esthétique j'ai aucun problème avec le béton si c'est ça la question. Par contre, c'est vraiment aujourd'hui c'est très compliqué de soutenir, de justifier son usage au regard de la manière dont c'est produit. Vous dites que la 3e partie sur les alternatives a été ajoutée par l'éditeur. Comment est-ce que la pratique d'architecte de l'autrice principale du livre a-t-elle évolué à travers son enquête, à travers son métier ? Ouais, ça c'est pareil. Ça a été un vrai tournant pour Alia. Donc, la BD, ça raconte une prise de conscience, mais en fait, ça raconte aussi un ras-le-bol un peu, on pourrait dire un peu comme le mouvement de la grande démission aux États-Unis, quoi. Il y a eu une perte de sens dans son travail. C'est quelqu'un qui a un peu coché toutes les cases de la réussite en architecture, c'est-à-dire de faire travailler dans des grandes agences internationales, en Chine, aux États-Unis. Donc elle a construit des gratte-ciels, pas elle, mais elle a participé. Voilà, je sais pas si vous savez, mais dans les années 2000, nous, dans le métier, on rêvait, il y avait ce qu'on appelle les star architectes, c'est-à-dire un genre de nouvelle en France, mais il y en a plein d'autres. Le musée des Confluences, c'est le dernier avatar de ce qu'on ne fera plus jamais, mais c'est-à-dire ce genre d'architecture fait par des grands cabinets qui travaillent dans le monde entier. Donc Alia, elle a une première partie qui c'est ça. Donc elle prend conscience en Algérie, son pays natal, de ce décalage. Et il faut ajouter une autre chose, c'est qu'elle, en France, par exemple, elle s'est heurtée à une espèce de, je sais pas comment, pas un plafond de verre, mais elle a voulu enseigner ça dans les écoles. Elle donnait un peu de temps à l'enseignement et en fait, elle avait quand même cette idée d'arrêter la construction et aller plutôt dans la transmission. Et en France, dans le milieu académique, il faut avoir fait un doctorat, c'est d'autres parcours.
Donc, il a été très peu reconnu. Et la Suisse a ouvert, en tout cas, cette possibilité ça chez elle, c'est-à-dire qu'au contraire, on l'a accueilli à bras ouverts. Je dis pas qu'en Suisse, les diplômes sont moins importants, mais l'expérience professionnelle compte tout autant. Et donc, par exemple, à Fribourg, là où maintenant elle est titulaire, c'est-à-dire que son parcours d'architecte repenti, si je puis dire, en tout cas, qui a une vision assez large, enfin, du spectre de la matière et qui finalement, voilà, cette grande cohérence, puis arriver sur la Terre ou revenir à la Terre, a été reconnue. Et elle enseigne à Fribourg, mais en fait, elle fait des workshops un peu à Lausanne, à Zurich, etc. Donc, c'est pour ça que la BD se termine sur la question de l'enseignement. En fait, c'est son parcours. Hein. C'est-à-dire qu'elle voulait arrêter de construire pour enseigner, ou en tout cas pour construire en terre. Peut-être qu'un jour, elle reviendra dans le monde des chantiers avec riche. Elle s'est formée entre-temps au mode de construction plutôt terre épisée. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a eu la Villa Médicis et qui part un an faire des recherches sur le béton romain. C'est encore un sujet, mais en tout cas sur les manières de construire en terre pour construire des grandes portées. Voilà. Du coup, j'ai deux questions. Est-ce que vous avez été choisi comme illustrateur parce que vous avez fait des études d'architecture et que vous aviez un intérêt dans le sujet? Et aussi, est-ce que vous comptez continuer à illustrer des BD qui sont, je pourrais dire, engagés et dans ce genre de thème-là? Ouais, c'est une belle histoire. Comment Alia m'a appelé. En fait, on se connaissait pas. Enfin, j'avais présenté une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis, donc justement la question des centres commerciaux que je n'ai pas eu. Mais dans le jury, elle était là. Je m'en souviens pas, il y avait beaucoup de monde. Mais il s'est passé 2 ans entre. Mais j'avais présenté des dessins. Et donc elle l'avait noté. C'est quelqu'un qui a un esprit d'escalier. Donc elle avait noté architecte, dessinateur. Donc effectivement, quand elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, j'aime vos dessins, mais surtout je sais que vous êtes architecte et donc ça va faciliter. Enfin, on va se comprendre, on va parler le même langage et c'est vrai, ça a été quand même assez fluide. Donc on est devenus amis après. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une belle histoire, mais c'est effectivement le statut archi qui a joué. Et pour ce qui est de continuer à faire de la bande dessinée, ça c'est sûr que moi, voilà, c'est vraiment c'est un média qui m'anime. Pour moi, je vis, enfin, mon métier au quotidien, c'est de faire des dessins pour des agents, enfin, beaucoup pour l'urbanisme. Je travaille pour des villes, je travaillais pour Lyon récemment, pour les questions des transports, mais de plus en plus, j'essaye d'apporter le médium bande dessinée pour expliciter les questions d'aménagement, des projets urbains, voilà, les rendre lisibles au plus grand nombre. Donc ça, et donc je suis convaincu que la BD, par exemple, c'est un médium qui est formidable, dont on a encore, je pense, en tout cas avec l'architecture, on pas exploré toutes les capacités. Et après, alors de là à refaire une BD engagée, je sais pas, mais en tout cas une BD qui parle d'espace. Enfin oui, en fait, moi j'aime bien quand l'engagement il est aussi au service d'un récit. Enfin voilà, moi j'aime les récits. C'est-à-dire que j'aime bien une œuvre qui, peut-être même au cinéma, au prime abord, qui m'embarque dans un univers, il y a des personnages, mais en fait, derrière, c'est nourri et ça me bouscule sur mes. Je suis moins à l'aise. Pourtant, j'en lis, mais moi, dans la fabrication, voilà, faire quelque chose qui se voudrait comme un tract. Voilà, j'ai toujours l'impression que c'est toujours un peu plus intéressant d'avancer un peu en sous-marin. C'est un peu insidieux ce que je dis, mais voilà, de travailler de front la question des imaginaires du récit, mais aussi, effectivement, si ça peut en même temps parler de quelque chose que j'ai envie de dénoncer, enfin, la question du regard, quoi, sur l'architecture. Ça me. Par exemple, je travaille sur une prochaine BD, on parle des architectures du pavillonnaire, en fait, du quotidien. Donc voilà, moi j'ai grandi dans une maison individuelle, donc j'aime autant cet univers-là que j'en vois aussi les limites de ce que ça a pu faire sur l'enfance. Et donc, c'est la prochaine BD ne parle pas de ça, mais pourtant, j'essaye de faire que chaque case, chaque dessin parle de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les étudiants? Est-ce que vous voyez finalement comme un dessinateur ou comme un architecte? Un peu les deux par votre parcours, mais...
Aujourd'hui, je me vois plus quand même comme... c'est dur en fait, parce que je suis un dessinateur, c'est mon métier, je dessine. Je ne conçois pas des bâtiments. Mais je dois dire que chaque jour, je sais que j'ai fait les bonnes études, parce que quand vous composez une planche, quand vous travaillez avec des... En fait, moi, j'adore travailler avec des... J'écris pas mes scénarios, j'adore travailler avec des gens qui connaissent leur sujet. Je travaille avec un dramaturge, je travaille avec des journalistes, je travaille avec des gens qui sont au service des transports de Lyon. Et en l'architecture, les écoles d'architecture, on nous a appris, peut-être qu'on m'a pas appris la matière, on m'a appris à faire du projet, c'est-à-dire travailler avec des contraintes, travailler avec des injonctions contradictoires, Et quand je fais une planche de bande dessinée, quand j'essaie de résoudre graphiquement, un concept qui est difficile à saisir, ou il y a beaucoup d'enjeux, ou quand... pour moi, je fais un projet. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai du mal à vraiment mettre de côté le côté architecte. Je le dis volontiers. Je pense que je pense comme un architecte, mais je suis un dessinateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'avais des questions environnementales, mais ça va peut-être être c'est possible que je botte en touche parce que je suis peut-être senti moins expert sur ces questions, mais Du coup, ça rejoint un peu ce que Florence disait tout à l'heure, où il y a plein de sujets qui sont évoqués, mais pas. Mais voilà, c'est normal, on peut pas tout mettre. Est-ce que, par exemple, il y a une partie de l'enquête qui s'est intéressée aux conséquences, par exemple, de l'enfouissement des déchets ou à l'impact que ça peut avoir sur le sol? Après, c'est un peu plus loin vu que ça concerne pas le béton. Non, mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a pas, on n'a pas fouillé cette question-là, à part effectivement d'évoquer évidemment le rejet de CO2, des choses comme ça, mais on n'a pas évoqué d'études qui révéleraient, mais je pense que ça existe. Moi, je suis en train de lire un bouquin qui vient de sortir aujourd'hui qui s'appelle Désarmer le béton. Réhabiter la terre de Léa Hobson, qui est dans la bande dessinée d'ailleurs. C'est justement, c'est un peu la figure militante qui elle, c'est beaucoup plus, va plus loin parce que c'est son objet d'étude, mais qui vient justement, qui part du béton, mais en fait qui vient croiser tellement de luttes et donc qui vient parler de la question du vivant notamment. C'est passionnant en fait. Là, moi, je vois, on pourrait faire un tome 2, un tome 3. Ça va très loin. Question de l'eau, on n'a pas parlé on parle pas de la question de l'eau, mais en fait, la ressource en eau, on parle de béton, on parle de l'eau. Donc, ça aurait été un sujet aussi. Et on peut même et Léa Hobson en parle à la fin de son livre. Mais c'est vrai, elle questionne la question du patriarcat en fait dans l'industrie du ciment et de tout ce que ça est. Et ça résonne et c'est peut-être pas, c'est peut-être implicite ou pas dit dans la BD, mais Alia, c'est une femme architecte et dans ce milieu d'hommes, c'est très compliqué. Donc, en fait, le béton permet de questionner ce métier et tout le rapport à l'acte de construire. Donc, évidemment, la question des sols. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Alors, on peut peut-être insister sur le fait qu'on ait une BU avec un fonds assez riche sur le sujet. Alors, je ne sais pas si Pascal, tu veux dire un petit mot sur les collections que l'on a. Elle nous a fait une belle table ici avec pas mal de livres sur le sujet. Tous les ans, il y a pas mal d'achats qui sont réalisés en lien avec les différentes thématiques, notamment de lire pour agir, mais aussi d'une façon un peu plus globale par rapport aux différents enjeux et au contexte. Donc voilà, n'hésitez pas à scruter un petit peu les nouvelles acquisitions que nous avons régulièrement. Et puis je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut libérer Antoine. Et merci Chloé d'avoir participé avec nous à ce débat. Puis merci beaucoup aux étudiants, à Antoine aussi pour sa présence. Merci d'être là aussi nombreux. Je suis vraiment touché. Merci, puis à très bientôt à la BU.